bonsoir. À quelques jours des fêtes de fin d'année, il est plus que nécessaire d'évoquer la lutte contre la Covid au Togo et surtout rappeler les règles et mesures pour s'en prévenir. Et ce soir donc, nous faisons une séance de sensibilisation comme il est désormais de coutume. Et pour cette séance, nous sommes sur ce plateau avec deux invités, deux personnes ressources dans cette lutte contre la pandémie. Il s'agit d'abord de Dr Hamadi Hassan. Il est médecin épidémiologiste et directeur de la lutte contre la maladie et les programmes de santé publique. Dr Hassan, bonsoir. Bonsoir Anita et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup et merci Dr Hassan d'être une fois encore avec nous sur ce plateau pour nous parler de la lutte, faire le point jusqu'ici et rappeler encore aux téléspectateurs combien il est nécessaire de lutter contre la maladie en respectant les mesures barrières et surtout en se vaccinant. Et nous avons également la directrice générale de l'EPAM, commissaire principale de police. Il s'agit de Madame Somia Alo Pocholi Kaya. Madame Pocholi, bonsoir. Bonsoir Anita. Et merci d'être avec nous. Avec vous, donc, nous allons découvrir toutes les mesures qui sont prises au niveau de nos différents marchés, surtout pour cette lutte contre la Covid-19. Mais avant de commencer avec vous, chers invités, nous allons découvrir le point de la situation une semaine après. Et c'était mercredi dernier lors de la conférence de presse de la Coordination nationale de riposte contre la Covid-19. Le compte rendu avec Clarisse Attiquet. Quelques semaines d'accalmie et le Togo renoue avec l'augmentation des cas de contamination à la Covid-19. Les chiffres ont presque doublé cette semaine. Nous sommes à 117 cas cette semaine, contre 61 cas la semaine dernière, 46 cas la semaine d'avant, 45 cas il y a de cela 3 semaines en arrière. Tous ces cas, à 90%, concernent les voyageurs. Et en majorité, les voyageurs à l'arrivée. Les gens arrivent toujours avec des papiers, des tests négatifs. Et les tests ici sont positifs. Nous continuons aussi par arrêter des faussaires. La bonne nouvelle, aucun décès enregistré. La coordination appelle la population à la vaccination. Du 22 novembre au 12 décembre, soit moins d'un mois, plus d'un demi-million de Togolais ont reçu leur dose. Il faut alors maintenir le cap afin d'éviter un regain de la pandémie en ces périodes de fêtes de fin d'année. Les prochains jours peuvent être difficiles si nous ne reprenons pas les choses en main. C'est la période des fêtes. Il y a des interactions sociales par excellence. Il y a le retour de nos frères et sœurs de la diaspora qui vont revenir pour fêter. Il y aura les touristes, mais il y aura aussi les réjouissances familiales et collectives. Et c'est pour cela que nous encourageons tous les Togolais et Togolaises à renforcer de vigilance en misant surtout d'abord sur la vaccination et aussi le respect des gestes barrières pendant ces périodes de fêtes. Le Togo n'est pas encore sorti de la pandémie. Et avec le nouveau variant Omicron beaucoup plus contagieux, se faire vacciner et respecter les mesures barrières restent les seules alternatives pour en être épargné. Voilà, donc mercredi dernier, la conférence de presse hebdomadaire de la Coordination nationale de riposte contre la Covid-19. Docteur Hassan, on l'a compris, pendant quelques semaines, on a poussé un ouf de soulagement. On disait que les cas, disons que la situation était sous contrôle. Et puis, cette semaine, on apprend que, apparemment, on dirait que la situation va encore nous échapper. Qu'est-ce qui se passe, docteur Hassan? Oui, merci bien pour cette question. En effet, après un grand pic que nous avons connu dans les mois de juillet et de août et une partie de septembre, la situation s'était apaisée où nous sommes arrivés à un niveau où nous détections moins de 10 cas par jour, 10 cas confirmés de Covid-19 par jour. Et donc, on était dans une situation relativement calme. Et ceci a duré à peu près 4 à 5 semaines. Mais depuis 3 à 4 semaines, on se rend compte qu'il y a
un regain progressif du nombre de cas confirmés par jour et donc le total par semaine. Vous voyez, il y a donc 4 semaines, on avait un total de 46 cas. Après, nous avons eu 54. Après, nous passons à 96. Et cette semaine en cours, qui n'est pas encore achevée, nous sommes à 112 cas. Alors là, je crois que c'est inquiétant. Cette tendance à un regain progressif de nombre de cas quotidiens, de nombre de cas hebdomadaires confirmés de Covid-19, alors que nous allons vers la période des fêtes, la fin d'année, où il y a beaucoup de regroupements, beaucoup de rencontres, beaucoup d'activités socio-culturelles. C'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Et encore plus inquiétant avec donc la détection de ce nouveau variant appelé Omicron, dont certainement on va parler par la suite. Donc globalement, il faut dire que la tendance nous inquiète. Et docteur, à quoi cela est dû? Parce que bon, on a pu maîtriser, disons, la situation, et voilà que ça repart. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Oui, tout à fait. D'abord, une première chose qu'il faut connaître de l'évolution naturelle de toute maladie à potentiel épidémique, dont la transmission se fait entre les hommes. Il y a cette évolution naturelle par pic, qu'on appelle donc des vagues. Alors donc, on voit à un moment le nombre de cas qui augmente, qui monte à un pic, qui redescend après, et puis on a une phase d'accalmie, puis revient encore une autre vague avec une montée, une descente, ainsi de suite. Mais la caractéristique, c'est que les pics sont de plus en plus grands. Voilà. Les pics sont de plus en plus croissants. C'est ça la caractéristique. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on a une tendance à la remontée, en tout cas pour les scientifiques, pour les médecins, pour ceux qui s'y connaissent, ils savent que, attention, il y a risque d'avoir un pic beaucoup plus grand. Donc, il y a ce phénomène. Deuxièmement, il y a cette question du respect des mesures qui empêchent d'attraper la maladie. Donc, les mesures barrières. Aujourd'hui, tout le monde on le voit bien, qu'il y a eu beaucoup de relâchement dans le respect de ces mesures barrières-là, qui peut être une explication. C'est-à-dire que nous sommes dans une ambiance où nous nous transmettons la maladie par manque de respect rigoureux à l'application des mesures barrières. Donc tout ceci peut rentrer donc, comme argumentaire pour expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons donc ce regain de cas confirmés de Covid-19. Docteur, je reviens à vous tout à l'heure pour peut-être parler d'autres potentielles, disons, causes de cette situation. Alors, Madame Pocholi, vous êtes la directrice générale donc, de l'EPAM dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. On sait que tous les secteurs sont concernés. Alors, dites-nous, au niveau des marchés, quel est l'état des lieux? Quelle est la situation aujourd'hui? Merci, Madame Anita. C'est vrai que depuis quelques jours, en temps, comme le docteur l'a dit, il y a de cela 5 semaines, on avait commencé par pousser un ouf de soulagement parce que cette pique qu'on avait connue nous avait inquiétés tous. Mais ces derniers temps, la tendance aussi commence par nous inquiéter davantage. Dans nos marchés, c'est un peu toujours la situation. Nous constatons un certain relâchement ou une certaine lassitude de la part de la population marchande. À respecter les mesures barrières. Dans le respect des mesures barrières. Si je prends l'exemple des dispositifs de lavage de mains que nous avons installés dans nos marchés, j'avoue que les gens n'y font plus attention. Les gens ne se lavent pas les mains à cause de la maladie parce qu'ils doivent se prémunir ou bien respecter les
les mesures d'hygiène ou édictées par le corps médical, mais ils se lavent les mains pour certains, bon, après avoir mangé ou bon, avant de manger. Voilà, comme avant la maladie, quoi. Voilà, ou après, bon, peut-être le soir en partant, on se lave les pieds comme il y a l'eau qui est disponible dans les marchés. Voilà. Les gens, pour dire que les gens ne respectent plus tellement, malgré la sensibilisation qui continue tous les jours. Je vous avoue que nos agents, même parfois, ils sont un peu dérangés parce que quand ils passent avec les mégaphones pour rappeler, sensibiliser, vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens leur disent. C'est vrai que nos mamans, ils font des efforts, mais dans nos marchés, il y a vraiment des difficultés. Parfois, quand vous sortez, vous ne savez pas par où commencer. Tout de suite, vous sensibilisez des gens, ils vous comprennent, ils disent oui, merci, c'est pour notre santé et tout. Faites semblant de partir, faites un détour. Tout de suite, vous voyez que les cachinés sont encore sous les mentons. C'est un peu la situation dans nos marchés. Les gens vous disent non, on est fatigué, c'est quelle maladie qui ne parle pas. Et puis parfois, bon, nous gérons cette situation, nous essayons de leur faire comprendre un peu l'utilité du respect des mesures barrières tant que cette maladie est là. Et la preuve, aujourd'hui, on nous parle encore d'un nouveau variant. Et là, nous retenons notre souffle par rapport à ça. Bon, le docteur Hassan est là pour nous en parler. Mais Madame Pochel, dites-nous, justement, vous parlez de ces différentes mesures édictées par le gouvernement. Alors, est-ce que, disons, ces dispositifs de lave-mains, le suivi du port du cache-nez, est-ce que, enfin, quand on prend le dispositif de lave-mains, est-ce que ce sont les revendeurs eux-mêmes qui les ont installés? Est-ce que c'est l'EPAM qui l'a installé? Est-ce que c'est des associations? Et comment se fait le suivi? Parce qu'on parle aujourd'hui de lassitude, justement, de relâchement. D'autres invités sont passés sur notre plateau. On a évoqué le fait que, bon, c'est vrai qu'il y a des dispositifs de lave-mains, mais des fois, on cherche de l'eau, on ne trouve pas. Des fois, c'est le savon qui manque. Alors, comment ces mesures-là ont été mises en place au marché et par qui? Merci. Quand vous prenez les marchés, quand vous arrivez dans un marché, vous verrez des dispositifs de lavage de mains installés par certains propriétaires ou locataires de boutiques. À l'entrée de leur boutique, vous verrez des petits seaux. Il y a cet effort quand même qui est fait par certains commerçants d'installer les DLM à l'entrée des boutiques pour permettre à leurs clients de pouvoir respecter se laver les mains, mesures. Voilà, avant d'avoir accès à la boutique. Vous trouverez également, la majorité des DLM, les PAM sont nos services qui font le suivi. Chaque matin, nous les disposons, nous les alimentons d'eau et de savon. Nous avons un véhicule qui est chargé de faire le tour des marchés et en tout cas, d'alimenter les DLM. Nous avons des vigiles dans les marchés qui s'occupent également d'enlever, voilà, quand les seaux des eaux usées, déjà, quand c'est plein, les vigiles qui il peut y avoir peut-être des cas où, à un moment, l'eau est finie. Voilà. Et donc, le camion n'est pas encore alimenté, ainsi de suite. Sinon, dans les marchés, vous trouverez, comme je l'avais dit, des commerçants qui ont pris soin quand même de mettre en place. Mais aujourd'hui, il y a une tendance. Les commerçants ou bien les propriétaires, les commerçants ou les locataires de boutiques, ils n'exigent plus tellement des clients de voilà, parce que voilà, vous convenez avec moi, il y a la mévente déjà due à cette situation sanitaire. Donc, ça fait que voilà, ils le mettent là-bas pour que les gens le fassent, mais ils n'exigent pas de peur que le client, parce que vous savez, il y a certains aussi qui ont des comportements un peu difficiles. Bon, donc
Par prudence, il n'exige pas forcément que le client se lave les mains. Mais vous verrez quand même des seaux. Et madame, et pour cela, enfin, lorsque vos services sont en tournée de sensibilisation, de contrôle, les agents vont vers ces propriétaires de boutiques pour leur rappeler justement le fait qu'ils doivent insister pour que leurs clients se lavent les mains? Oui, la sensibilisation, nous la faisons de façon générale, hein, compris pour tous les commerçants de nos marchés et les usagers, c'est-à-dire les usagers des marchés qui viennent. Nous la faisons de façon générale. Donc, tout le monde est vraiment concerné par la sensibilisation. Nous avions entre-temps ciblé des communautés dans les marchés pour pouvoir nous aider à faire cette sensibilisation, parce que nous avons des communautés étrangères dans nos marchés. Et en temps, nous avions eu des soucis avec certains par rapport au non-respect des mesures barrières. Donc, nous avons impliqué, ils ont des bureaux, nous avons impliqué leurs responsables qui nous accompagnent dans la sensibilisation. Et puis, bon, à travers la langue de leur pays aussi, ça contribue vraiment à faire passer le message. Les communautés étrangères, les bureaux des communautés étrangères dans nos marchés nous ont vraiment aidés dans cette lutte contre la pandémie. Merci beaucoup, Madame la directrice. Et alors, docteur Hassan, pour revenir peut-être aux causes, c'est vrai qu'on voit un peu ce qui se passe au niveau de marché, le relâchement, la lassitude, mais dans le reportage avec lequel on a débuté l'émission, le coordonnateur a évoqué le fait que certains passagers aient des tests PCR négatifs au départ, alors en partant de là d'où ils viennent. Et une fois arrivés au Togo, on leur fait le test et ils sont positifs. Alors, docteur, expliquez-nous, peut-être à nous, téléspectateurs, est-ce que c'est de la magie ou bien ça arrive parce qu'on ne comprend pas? Non, du tout, ce n'est pas de la magie du tout. Alors, d'abord, il faut le dire, il faut féliciter le Togo et d'autres pays qui ont opté pour cette stratégie de reprise de tests. C'est vrai, c'est astreignant, c'est pas très bien apprécié, tout à fait, je suis d'accord, mais c'est une très bonne chose, c'est une mesure très, très, très rigoureuse de pouvoir donc faire de la surveillance. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a disons, deux cas de figure. Quelqu'un est négatif au départ, puisqu'on ne monte plus dans un avion sans un résultat de PCR. Sans montrer patte blanche. Voilà, il faut être négatif. Parce que dans l'avion, c'est quand même un milieu confiné, c'est clos, vous êtes nombreux là-dedans, et puis vous pouvez facilement, s'il y a un cas confirmé, il peut facilement transmettre à tout le monde. Donc, c'est des mesures de sécurité que de transporter dans le même avion des gens qui sont négatifs, donc avec un risque quasi nul d'attraper une maladie à travers son voyage. Et donc, on ne monte pas dans un avion sans un résultat de PCR négatif. Mais lorsque vous faites votre analyse PCR, vous pouvez être en ce moment-là dans une période qu'on appelle période d'incubation. C'est-à-dire que vous avez attrapé le virus, mais il ne s'est pas encore manifesté. D'où le test il n'est négatif. Pas encore détectable. Alors que cette période-là va de 2 à 14 jours. De 2 à 14 jours. Donc, au plus tôt, au deuxième jour, après le contact avec le germe, un sujet peut développer la maladie. Au plus tard, dans les 14 jours. Eh bien, donc, si un sujet fait son test, généralement, on exige 72 heures. Dans les 72 heures, la personne est vraiment négative.
Mais pendant le voyage, il se peut que quelque chose se soit développé. Et à l'arrivée, les quelques heures peuvent coïncider avec la manifestation de la maladie, au moins au niveau biologique, c'est-à-dire que peut-être que la personne ne présente pas de signes. D'ailleurs, vous savez que cette maladie est caractérisée par une grande prédominance de cas asymptomatiques. Donc, elle ne présente absolument aucun signe et puis a quand même la maladie. Donc, ça peut arriver que ce soit à l'arrivée que la personne soit détectée positive, donc pour raison de période d'incubation. Ce n'est pas du tout par le fait que nous doutons des résultats des autres laboratoires. Non, c'est une reprise de suivi. C'est une reprise de suivi pour être sûr. Et donc, ceux qui arrivent, qui reprennent leurs résultats, qui sont négatifs, peuvent être rassurés qu'ils sont vraiment négatifs. Donc, ceci permet d'aider. Si vous revenez d'un voyage et qu'on vous détecte que vous êtes positif à l'arrivée, mais c'est Dieu merci parce que ça protège la famille que vous allez visiter. Ça protège vos parents que vous allez rencontrer. Ça protège vos amis, etc. Donc, c'est pour ça que cette mesure, elle est vraiment utile. Aussi, il faut dire que c'est une analyse. Oui. C'est une analyse et on peut toujours faire un prélèvement pour lequel on va trouver un résultat négatif, alors que ça peut arriver que ce soit vraiment positif. C'est vrai que c'est peu probable, mais c'est un élément aussi à considérer. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus des pays optent pour la reprise des tests à l'arrivée à l'aéroport à cause des variants, pour nous permettre de suivre les variants, puisque si dans le pays il n'y a pas de variant détecté, le variant ne viendra que d'ailleurs. Voilà. Le variant ne viendra que d'ailleurs. Donc, il faut que le système de santé soit aux aguets pour que tous ceux qui entrent, nous ayons un prélèvement pour pouvoir suivre la survenue éventuelle des variants et puis pouvoir savoir à peu près d'où est-ce que ça vient, tracer et puis prendre des mesures de riposte appropriées. Voilà. Donc voilà ce qui explique cette nécessité de reprendre. Donc ce n'est pas le Togo qui exagère, c'est-à-dire... Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on a entendu certains qui disent « j'étais négatif, j'arrive et le Togo me déclare positif ». Bon, comme si, bon, c'était... quand le Togo déclare des gens positifs, on a un prix ou... Non, pas du tout. C'est des choses qui arrivent. Vous êtes négatif aujourd'hui, et même les autres analyses, si vous prenez la sérologie VIH, on ne sait pas, il y a un moment, un temps T auquel on devient positif. Okay. Et donc, quand on fait le test un peu avant, on est négatif, et on positive après. Donc, s'il n'y a pas d'autres tests, on ne saura jamais. Voilà. Ouais, c'est difficile. Donc, ce qui se passe, c'est vraiment de reprendre. Et ça, je crois que c'est une mesure, quand bien même astreignante, mais c'est une mesure de qualité. Voilà. Et docteur, peut-être que ça rejoint aussi le fait que lorsqu'une personne fait la maladie, qu'on la traite, après on lui fait un test, elle est déclarée négative, mais après, il y a un autre test pour confirmer le fait que la personne soit totalement guérie aussi. Oui, il y a des critères pour déclarer quelqu'un qui a été malade, qu'on déclare qu'il est guéri. Donc, nous, au Togo, le critère, c'est qu'on fait 2 tests consécutifs à 48 heures d'intervalle. Si les 2 tests sont négatifs, alors, test PCR, test PCR, si les 2 tests sont négatifs, alors on déclare la personne guérie. Totalement guérie. Voilà. Merci beaucoup, docteur Hassan. Alors, Madame Pocholi, parlons de la sensibilisation au niveau des marchés. Est-ce que vous rappelez, enfin, vos équipes peut-être demandent aux commerçants dans les marchés de peut-être signaler des cas suspects lorsque peut-être certains de leurs, on va dire, collègues commerçants présentent des signes un peu suspects et tout, et que peut-être la personne ne veut pas se faire soigner. Est-ce que vous donnez cette possibilité à des commerçants de faire appel à des agents de santé ou de signaler d'éventuels cas comme ça? Au tout début de cette pandémie, dans les marchés, au cours de nos sensibilisations, nous
demandions aux femmes, bon, je dis aux femmes parce que majoritairement dans les marchés, ce sont les femmes. Donc, nous leur demandions également de signaler les cas ou bien de nous aider à la sensibilisation. Okay. Dans nos marchés, nous avons ce que nous appelons des comités des marchés. Ce sont les responsables des associations des commerçants. Donc, nous les avons également impliqués dans la sensibilisation. Dans les marchés, les membres du comité nous aident à la sensibilisation. Au début même, nous recevions des dénonciations par rapport au non-respect des mesures, du port de cache-nez. Les commerçants, certains nous saisissaient, dans telle boutique, il y a peut-être une vingtaine ou quinzaine de personnes dans une seule boutique, mais qui ne portent pas de cache-nez. Là, nous faisons des sorties ponctuelles par rapport à ces cas. Avec le temps, j'avoue que les commerçants eux-mêmes, comme je viens de le dire, quand vous sortez pour la sensibilisation, pour certains même vont jusqu'à vous demander si cette maladie existe encore, pourquoi vous le dérangez encore avec ça. Donc voilà, comme je le disais, il y a une certaine lassitude généralisée dans nos marchés. Aujourd'hui, nous continuons quand même par faire la sensibilisation, surtout par rapport au vaccin et tout ça. Mais disons que il ne se dénonce plus par rapport au non-respect. Ce n'est plus comme au tout début, tout le monde avait peur. Voilà, et tout cela. Tout le monde avait peur. Cette lassitude a fait que, bon, les gens se sentent plus solidaires vis-à-vis de nous, les services de l'État, qui allons vers eux ou qui allons vers eux pour les sensibiliser dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et madame, vos services vivent cette situation que nous a rappelé un de nos invités une fois, c'est-à-dire lorsqu'on sent que les services de contrôle arrivent, il y a un cri qui est lancé pour que tout le monde se mette dans les rangs, on va dire, et puis après le passage, on reprend la vie normale, quoi. Oui, je sais. C'est ce que nous vivons dans les marchés. Voilà. Quand vous prenez, je parle des marchés de Lomé parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Le cri, il est commun à tous les marchés de Lomé. Ils sont tellement habitués à nous, à nos agents, que dès qu'un commerçant aperçoit un agent qu'il reconnaît de l'EPAM ou de la mairie, il crie. Quand il dit, un seul commerçant dit cache-nez, tout le monde remonte. Voilà, les gens réajustent. Tout le monde réajuste son cache-nez. Parce qu'il y a le GMS, nous appuie souvent dans les marchés. Et le GMS, groupe mixte de surveillance, mis en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Voilà. Donc, quand le GMS également fait des sorties dans les marchés, que ce soit les groupes de GMS ou bien nos agents, dès qu'un seul commerçant aperçoit voit un agent, il donne la lettre. S'il ne dit pas à Poidor, il dit cache-nez. Et puis nos agents même, les commerçants les ont surnommés cache-nez. Parce que tellement on en parle quand nous sortons dans les marchés. Ils sont devenus des cache-nez ambulants. Voilà. Donc voilà un peu. C'est une situation générale dans les marchés, mais ça ne nous décourage pas. Nous continuons quand même par sensibiliser. Nous estimons que si au cours d'une journée ou d'une sortie, si nous arrivons à faire entendre raison 5 ou 10 commerçants, quand même, ça fait quelque chose par rapport à la lutte contre cette maladie. D'accord. Et Madame la directrice, si les commerçants lancent ces cris pour se rappeler à l'ordre, est-ce que cela veut dire que peut-être il arrive à vos services ou aux forces, à la force mixte de réprimer quand même? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des amendes, il y a des sanctions? C'est pour cela que les gens essaient de se conformer à la règle quand vous êtes là. Oui, vous savez qu'il y a eu des tests ou une décision du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie
des amendes pour le non-respect des mesures barrières. Donc, dans les marchés, nous appliquons ces tests quand nous sortons. Bon, au début, nous appliquons des amendes de 500 000 francs avant que la décision ne sorte. Voilà. Aujourd'hui, l'amende commence de 3 000 c'est de 3 000 à 20 000 et elle peut aller jusqu'à 50 000 pour les récidivistes. Et quand nous sortons comme ça, nous sensibilisons. Je parlais tout à l'heure du GMS. Quand le GMS sort également, ils ont des tickets amende Covid. Et bon, pour ceux qui vraiment ne respectent pas du tout, ou bien veulent tenir tête aux agents, ça dit que l'amende ne va pas directement, voilà. Quand nos agents sortent ou bien le GMS sort, quand on rencontre quelqu'un, ah, monsieur, madame, votre cache-nez. C'est lorsque la personne ne veut pas vraiment obtempérer, pour certains disent, bon, je n'ai pas de cache-nez. Il y a des gens qui réagissent différemment lorsque nous les interpellons. Donc, c'est au cas par cas. C'est lorsque c'est vraiment sérieux que nous amendons ces personnes. Nous organisons très souvent des opérations cache-nez. Nous avons organisé des opérations EPAM, mairie, GMS. Et là, quand nous sortons, on sait qu'aujourd'hui, c'est pour taper sur les doigts. Pour taper sur les doigts. Donc, c'est des amendes que nous coupons. Mais bon, après, et nous sensibilisons Madame la directrice, quand vous faites ça, peut-être dans les jours qui suivent, on respecte, non? Tout est réglo. Tout est réglo. Mais ou bien nos commerçants sont dans une situation, pour certains, ils voulaient couper l'amende, mais ils n'ont rien. Voilà, même pour payer l'amende, c'est compliqué. Pour payer l'amende, c'est compliqué. C'est pour ça que nous organisons des opérations de contrôle de temps en temps. Donc, quand nous sortons comme ça, ces jours, tout le monde est quand même vigilant. Mais bon, dès que vous partez, ils savent que ce matin, vous êtes sorti dès que l'après-midi. Voilà, quand vous y retournez, il y a toujours des gens. Disons que c'est difficile. C'est difficile, mais nous continuons quand même. La lutte continue. Oui, la lutte continue tant que les médecins n'ont pas déclaré que la maladie est partie. Et justement, comme vous le dites, Madame la directrice, c'est par nos actes, justement, que cette maladie devra partir et que les médecins nous diront qu'elle est partie officiellement. Et docteur Hassan, avant de continuer peut-être sur la vaccination, quand on parle de cette situation de hausse qui commence par alarmer, il y a ces Togolais qui disent on s'attendait un peu à ça, le gouvernement politise la chose, parce qu'on savait que pour nous empêcher de fêter, ils vont comme on est en fin d'année, ils ont commencé par dire oui, ça augmente. Les semaines qui vont suivre vont nous dire que c'est un pic. Et puis voilà, sortir les restrictions pour qu'on ne fête pas. Docteur Hassan, est-ce que le gouvernement, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce que le gouvernement prépare quelque chose comme ça? Non. Quel est l'intérêt au gouvernement à empêcher la fête? Qu'est-ce qu'on y gagne? Non. Bien au contraire. C'était vraiment pour permettre une ambiance normale de fête qu'on a demandé à se faire vacciner, qu'on a organisé cette campagne accélérée. Voilà. Si on est tous vaccinés, la transmission de la maladie est totalement réduite, drastiquement réduite. C'est pour ça, malheureusement, on a affaire à des êtres humains qui sont libres de penser comme ils veulent, qui comprennent comme ils veulent. Vous voyez l'action dans les marchés décrite par la DG et PAM. Vous sensibilisez des gens, ils vous écoutent, vous partez, il faut le contraire. Ils voient un agent, ils se mettent en règle, et quand les agents passent, ils changent. Alors que les agents ne sont pas permanemment là. C'est justement pour ces comportements-là
que d'ailleurs, moi je fais partie de ceux qui souhaiteraient vraiment qu'on rende obligatoire la vaccination. Enfin, peut-être ça viendra. Mais il faut qu'on y arrive à cause du comportement de manque de discipline. D'un civisme. La lutte contre les épidémies, c'est une lutte collective, intersectorielle, qui engage tout un chacun. Chacun doit jouer son rôle. Si nous tous nous adoptons des comportements qui permettent de couper la transmission, de couper la chaîne de transmission de la maladie, ça va s'arrêter. C'est justement à cause de ces facteurs-là qu'on est obligé d'arriver à certaines mesures, je dirais, coercitives, pour amener les gens à marcher au pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui, de lui-même, de manière volontaire, par plaisir, qui décide de mettre en place des mesures. Non. Tout commence d'abord par l'analyse des données. Les données sont collectées tous les jours que Dieu fait sur toute l'étendue du territoire, dans tous les centres de santé. Ces données sont compilées au niveau des districts, puis au niveau des régions, et sont transmises à notre niveau, au niveau central, au niveau du ministère. Et nous analysons ces cas-là. Combien de cas avons-nous? Ça correspond à quel on appelle ça taux d'attaque, ça correspond à quel est le risque de la maladie dans la population en ce moment. Et lorsque nous trouvons que le risque s'élève, nous consultons notre plan de riposte. Nous avons un document qui nous dit les actions à proposer en mesure de riposte à chaque niveau. D'accord? On va dire, à ce niveau, attention, sensibiliser pour les mesures barrières. À un niveau plus élevé, on va dire, interdire les regroupements. À un pas de plus, on va dire, interdire peut-être les lieux de culte, quelque chose comme ça. Et puis tout dépend. Parfois, vous avez des cas et puis ça provient de certains regroupements religieux. Ça arrive. Et à un autre niveau, on peut arriver à demander fermer les marchés. À un autre niveau, on peut demander boucler la ville, faites le couvre-feu, etc. Donc, c'est un plan bien détaillé, bien connu. Et donc, lorsque nous, techniciens, nous arrivons à constater que le risque est grand, le nombre de cas est élevé, le nombre de décès, non. Nous rendons compte tout simplement aux décideurs, au gouvernement, pour lui dire, voici normalement ce qu'il faut faire. Et le gouvernement, en consultation intersectorielle, prend la décision conformément à la mesure qu'il faut prendre, de manière adaptée. Donc ce n'est un plaisir pour personne d'empêcher de faire la fête. C'est bien au contraire cela. Donc c'est pour cela que nous encourageons d'aller à la vaccination. Plus nous sommes vaccinés, mieux l'ambiance sera beaucoup plus libérée. Et l'ambiance sera vraiment à la fête. Et voilà, et Dr Hassane, justement, le gouvernement s'est rendu compte que le taux de vaccination, le taux vaccinal n'est pas élevé, ce n'est pas, disons, les estimations ne sont pas au beau fixe pour le gouvernement. Donc, le gouvernement a initié une campagne de vaccination accélérée parce que, enfin, on l'a compris que certaines populations se plaignaient du lieu éloigné, enfin, des vaccinodromes éloignés d'elles. Alors, il a fallu 2 semaines de 15 jours d'opération pour rapprocher justement les vaccinateurs des vaccinés. Alors, docteur Hassane, dites-nous, est-ce que c'est vrai que l'objectif était de sensibiliser au moins, c'était de vacciner au moins 1 million de Togolais. Nous sommes à la fin déjà de cette opération, docteur Hassane. Est-ce que l'objectif il est atteint ou pas? Oui, voilà. D'abord, il faut resituer cette campagne accélérée, d'accord, qui a été initiée justement en proactivité aux fêtes de fin d'année. Donc, dans le souci de permettre à la population d'avoir une ambiance libre et de fêter normalement, on ne veut plus retomber dans ce qu'on avait connu en 2020. En janvier 2020. On ne voulait plus ça. Voilà. Donc, on a amené le vaccin à côté de la population. Dans la riposte, quand il y a épidémie,
quand on riposte, surtout avec la vaccination, il faut aller attaquer les zones dans lesquelles il y a le feu. Donc, essentiellement dans Grand Lomé et dans les villes, c'est à ce niveau qu'il y avait beaucoup plus de cas. Et donc, on a orienté la vaccination vers ces zones rouges, entre griffes. Mais aujourd'hui, il faut étendre à l'ensemble du pays. Donc, au lieu de appeler la population à se déplacer vers les zones de vaccination, on a donc rapproché ces vaccins-là vers la population. Et donc, effectivement, il faut le dire, lorsqu'on a lancé cette campagne, on a eu vraiment un engouement, une grande adhésion de la population. Okay. Parce qu'on est arrivé jusqu'à près de 50 000 vaccinés par jour. Vous voyez? Donc, ça donnait vraiment l'impact attendu. Okay. Vous voyez? Alors, c'est vrai qu'au bout des 2 semaines initialement prévues, on a essayé d'évaluer. On a trouvé que non, il fallait encore rajouter parce que le nombre qu'on a obtenu ne couvrait pas les objectifs définis. Il faut proroger. Et vous savez, au Togo, nous avons suffisamment de vaccins, donc nous ne courons pas le risque de rupture. Donc, il fallait donc rapidement pousser ces vaccins encore une fois vers la population et permettre à cette population-là de pouvoir passer une période de fin d'année vraiment festive. Voilà. C'est ça l'objectif. Et ça fait longtemps que les activités socio-culturelles ne sont plus autorisées. Oui. Tout ceci-là fait partie des mobiles pour lesquels il faut amener cette population à se faire vacciner. Quand on a fermé les lieux de culte, il y a eu beaucoup de plaintes. Oui. Mais pour permettre aux gens, en fin d'année, c'est des moments aussi de regroupement pour les prières. Voilà. Il y a beaucoup de rencontres dans les églises, dans les mosquées, un peu partout. Et donc, pour permettre que tout ceci se passe normalement, qu'on a lancé cette campagne. Effectivement, on a obtenu des résultats relativement satisfaisants, mais nous devons encore avancer davantage. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des variants qui sont annoncés. Nous sommes au 5e variant. Nous ne savons pas où nous allons. Donc, les objectifs initialement prévus et définis en matière d'atteindre tel pourcentage de la population ne fonctionnent plus très bien parce qu'avec les variants, il faut augmenter le nombre de doses de vaccination pour être suffisamment efficace, pour pouvoir embrasser tous les risques liés aux variants. Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup d'autres pays, ils sont passés déjà à la 3e dose. Et cela va arriver au Togo. Bien sûr que ça peut arriver au Togo, tout simplement. Et d'ailleurs, il faut que nous recommandions qu'il y ait une 3e dose. Pourquoi? À cause justement des variants. Et d'ailleurs, le coronavirus est un virus qui est semblable au virus de la grippe. Et vous savez tous très bien qu'en Europe, on se vaccine toutes les années contre la grippe. Donc, peut-être que c'est vers là que nous allons. Donc, ce n'est un plaisir pour personne de dire « allez vous faire piquer ». On n'y gagne absolument rien. C'est plutôt dans le souci de protéger la population. D'accord. Merci beaucoup, docteur Hassan, pour toutes ces explications. Madame la directrice, dites-nous, au niveau du marché, c'est vrai que la sensibilisation, elle est de mise, elle est de rigueur. Est-ce que au niveau du marché, on a pris des dispositions également pour rapprocher la vaccination des commerçants, parce que je suis sûre que la plupart donneront comme raison nous ne pouvons pas laisser nos étals, nos marchandises pour aller nous faire vacciner. Alors, est-ce que des dispositions ont été prises et quels sont les résultats obtenus? Bien sûr. Au tout début de la campagne vaccinale déjà, il y avait des vaccinodromes, mais dans les marchés, il y avait des équipes mobiles qui passaient. La direction préfectorale de la santé du Golfe avait pris des dispositions pour organiser des équipes mobiles pour les faire passer dans les marchés. Et puis au début, nous avions sensibilisé les commerçants par rapport à la vaccination, tel que certains marchés nous réclamaient des équipes de vaccination. Excusez, parce qu'il y avait des candidats de se lever, de laisser leurs marchandises, effectivement, pour aller plus loin
ou un peu plus loin avant de se faire vacciner. Ça fait que des équipes mobiles étaient passées dans les marchés. Mais par rapport à la campagne accélérée de vaccination dont vous parlez, effectivement, dans nos marchés, dans chaque marché, il y a au moins une équipe ou au moins un vaccinodrome dans tous les marchés. À Daolato, nous avons plus de 5 points de vaccination. 5 points de vaccination. Au tout début, nous avions 7 points de vaccination. Et entre-temps, à cause du manque d'engouement dans certains points, certaines équipes ont été rappelées pour les envoyer dans d'autres sur d'autres points. Sinon, nos marchés ont été également concernés. C'est vrai qu'au début de cette campagne vaccinale, il y avait eu un certain engouement également. Et juste après, juste après quelques jours, bon, ça a commencé par baisser, ça baisse au jour le jour. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, ça continue de baisser. Pour dire qu'il n'y a plus cet engouement. C'est vrai que dans les marchés actuellement, nous sommes dans la période de forte affluence dans les marchés. C'est une période, je peux dire, de vache grasse pour nos commerçants parce que c'est un moment où ils profitent pour vendre. Surtout que l'année a été difficile, ou bien depuis l'année dernière, ça a été difficile pour eux. Donc aujourd'hui, dans les marchés, si vous ne passez pas, repassez, les gens ne sortent pas parce que tout le monde est acharné. Voilà, ils n'ont plus la tête à vendre. Voilà, ils n'ont plus la tête à se faire vacciner. Comme je l'avais dit, nous avons su impliquer les comités des commerçants dans les marchés. Ça fait que ce sont les comités eux-mêmes, ils font le tour des marchés à chaque fois pour rappeler aux gens d'aller se faire vacciner. Mais franchement, il n'y a plus cet engouement comme au tout début de cette campagne vaccinale. Et Madame la directrice, est-ce que vos équipes sont confrontées à ces anti-vax qui refusent catégoriquement de se faire vacciner et limite même qui, on ne va pas dire contaminent, mais par leurs propos peut-être dissuadent certains à aller se faire vacciner? Oui, ce que nous connaissons par rapport à cette campagne de vaccination, les gens, ils ne le disent pas par rapport au vaccin. Au tout début, il y avait des inquiétudes, des questions par rapport à aux tout effets, ce qui se raconte sur les réseaux sociaux par rapport à ce vaccin. Mais dès que nous-mêmes, nous les rassurons, que nous qui sommes devant vous, pour vous parler du vaccin, nous sommes déjà vaccinés et vous nous voyez, nous sommes en bonne santé. Et puis les présidents des comités des marchés étaient les premiers aussi à se faire vacciner pour donner l'exemple. Cela avait contribué au tout début à rassurer les gens à se faire vacciner. Ce que nous avons comme difficulté ou ce que nous connaissons dans nos marchés, c'est des agressions. Surtout, c'est par rapport au port de cache-nez. Pour la vaccination, les gens ils donnent leurs avis. Pour d'autres, ils ne disent rien. Ou ils vous disent on est fatigué, et ainsi de suite. Mais par rapport au port de cache-nez, nous avons connu des cas d'agression verbale, c'est tous les jours. Mais même aussi des cas d'agression physique, nous en avons connu dans les marchés. Au cours de nos sensibilisations. Et tout cela, c'est la lassitude, mais c'est la situation qui veut ainsi, comme l'a dit Dr Hassan, ce n'est pas de gaieté de cœur que ces équipes sont tout le temps dans les marchés pour la sensibilisation, c'est pour la bonne cause. Alors, Dr Hassan, nous évoquons les variants justement du coronavirus. Aujourd'hui, donc, nous sommes au 5e, on parle de Omicron, apparu au niveau des
de l'Afrique du Sud et limite, bon, pas généralisé, mais presque généralisé dans les différents pays, plus d'une cinquantaine de pays. Alors, mais docteur Hassan, c'est vrai que, bon, quand on dit variant, nous tous nous paniquons en même temps, tout de suite. Nous disons, ah, variant, ça veut dire pic, beaucoup de morts et tout cela. Alors, dites-nous, est-ce qu'on doit s'alarmer ou, bon, c'est comme un peu les autres variants, on maîtrise, quoi. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que, comme vous le dites, il faut que nous comprenions c'est quoi nous appelons variant. Variant. Variant, ça veut dire variation, ça vient de varier, ça veut dire changer, un changement. Il est apparu un changement quelque part. Alors, le virus, c'est un être vivant. C'est un être vivant qui est caractérisé par la présence d'un petit matériel à l'intérieur de... C'est une petite cellule, quoi. Voilà. Une petite cellule dans laquelle il y a ce qu'on appelle un noyau. Et dans le noyau, il y a un matériel, une substance qui permet de contrôler la vie de la cellule, d'aider la cellule à pouvoir se défendre, etc., etc. Vous voyez? Tout comme nos cellules. Nous avons des milliards de cellules, d'accord? Mais le virus, c'est juste une toute petite cellule. Eh bien, ce matériel qui est à l'intérieur, là, c'est fait d'une séquence de petites substances. De petites substances. C'est fait d'une séquence ordonnée. D'une séquence ordonnée. Et bon, le virus, en se multipliant, réplique ce matériel génétique-là. On va l'appeler génome. Bon. Alors, pour peut-être ceux qui peuvent comprendre, le coronavirus, c'est un virus à ARN. Ouais. Donc, c'est la substance qui est à l'intérieur qu'on appelle comme ça. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais elle est faite d'une séquence de petites substances qui doivent être dans un ordre donné. Maintenant, en se multipliant, cet ARN-là, donc ce matériel génétique qui est à l'intérieur de la cellule, peut faire des erreurs. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Donc, peut-être une petite substance est perdue, ou une autre est venue s'insérer là-dedans, ou bien une a changé de place. Et donc, ça modifie donc ce matériel, donc ça modifie l'ensemble du virus, voilà, qui ne ressemble plus au virus initial. Donc, il y a eu variation. Voilà. Et donc, le résultat de cette variation-là, c'est ça qu'on appelle un variant. Un variant. Vous voyez? Et donc, depuis, on a connu le virus classique qu'on a détecté en Chine, au tout début, le SARS-CoV-2 classique, initial, qui, avec le temps, le fait de passer d'une personne à l'autre, de rester dormant ou bien de durer dans le corps d'un individu, etc., plusieurs facteurs vont impacter la multiplication de ce virus-là. Et pendant cette multiplication, il peut y avoir donc ces erreurs. Et donc, les variants sont arrivés. Donc, le premier variant a été détecté en Angleterre. Donc, on l'a appelé alpha. Oui. C'est vrai qu'on avait dit variant anglais. Après, on a détecté un autre en Afrique du Sud, on dit variant sud-africain. Après, au Brésil, variant brésilien, variant indien, donc c'est le variant Delta. Donc, les scientifiques ont trouvé que non, il ne fallait pas stigmatiser les pays en disant que c'est le virus appartenant à telle nationalité. Ce n'est pas une bonne chose. Et raison de plus, c'est parce que, par exemple, pour le variant Omicron, on ne peut pas dire avec certitude qu'il vient de l'Afrique du Sud. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est l'Afrique du Sud qui l'a détecté et qui l'a notifié pour la première fois. Voilà. Donc, on ne peut pas affirmer que c'est un virus sud-africain. Et donc, les scientifiques ont opté d'attribuer des noms en utilisant l'alphabet grec. Donc, en suivant l'ordre de l'alphabet grec. Alpha qui est A, bêta qui est B, delta, gamma, delta, eta, en allant. Voilà. Donc, et on est arrivé à Omicron. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des milliers de changements de variants. Mais lorsqu'il y a variant, la variation peut se faire dans le sens à rendre le virus inoffensif.
à aller dans le bon sens, à affaiblir le à virus. l'affaiblir. Mais par contre, on peut avoir une variation qui se fait en sorte à donner force au virus. Et donc, il y a 3 niveaux qui font inquiéter. C'est que la variation peut se faire en augmentant la capacité de transmission du virus. Ça peut lui donner une forte vitesse de réplication, de multiplication. Alors que quand le virus se multiplie vite dans le corps d'un sujet, il le rend plus malade. Voilà. Il devient plus grave, il peut donc tuer plus vite. Et 3e niveau de risque, c'est que lorsqu'il y a variation, lorsqu'il y a donc variant, on peut avoir donc un impact négatif sur les traitements, sur les vaccins, sur le diagnostic, etc. Vous voyez, donc c'est un peu ces éléments-là qu'on regarde. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec Omicron. Avec Omicron, maintenant, quand on a regardé, aujourd'hui, on n'a pas encore trop de données, hein, il faut le dire. Hein. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais on n'a pas encore... Les scientifiques prennent toujours le temps d'être sûrs de ce qu'ils vont dire. Donc, actuellement, on sait tout simplement qu'il est caractérisé par beaucoup de changements à l'interne. Par exemple, le Delta, le dernier variant qu'on a eu, a à peu près 15 modifications dans sa séquence. Vous voyez? Alors que ce variant, lui, il a plus d'une trentaine. Il a plus d'une trentaine. Donc, on ne sait pas. Est-ce que ce virus va dans le sens d'être plus grave ou moins grave? C'est préoccupant. Donc, tous les scientifiques sont là. Attention, on ne sait pas encore. Ce qu'on peut dire aujourd'hui avec certitude, c'est que sa propagation est plus rapide. Sa transmission d'une personne à l'autre est plus rapide grande, que Delta. Plus grande que Delta. Alors que nous avons vu ce que Delta a fait. Delta était grave. Donc aujourd'hui, Omicron, et demain, on ne sait pas qui viendra. Et c'est bien pour cela que tous les pays ont décidé d'augmenter le nombre de doses de vaccins. Parce que quand le virus contourne notre système, quand il varie, c'est pour, entre griffes, contourner notre système immunitaire. Immunitaire que nous avons protégé avec les vaccins. Et s'il se fait que le nombre, la quantité d'anticorps que nous avons dans l'organisme est faible, il va profiter pour prendre le dessus. Alors qu'en faisant une dose de rappel, comme on fait pour les enfants, les vaccinations des enfants, c'est des rappels pour booster la quantité des anticorps. Donc on fait ça, on fait d'autres doses pour booster donc la quantité d'anticorps orientés contre le Covid. Et ça va faire que l'organisme devient beaucoup plus fort. Et quand ça fait collectivement, quand c'est fait collectivement pour la majorité de la population, finalement le virus finira par démissionner, comme on dit, et puis nous abandonnera. Tout comme la grippe. Voilà. La grippe que nous avons, le rhume que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui a tué dans le temps. 40 millions de morts entre 1918 et 1919. 2 millions de morts dans les années 57-58. Aujourd'hui, on a le rhume, on trouve ça banal, mais attention. Attention, donc c'est quelque chose qui peut tuer. Il a fallu batailler aussi un peu Il a fallu batailler justement pour arriver à ce stade. Et bien sûr, y compris avec la vaccination, qui aujourd'hui est une vaccination annuelle. Chaque année, il y a un nouveau vaccin contre la grippe et puis la population se vaccine. Voilà. Merci beaucoup, docteur Hassan, pour ces explications. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat. Nous avons compris donc l'importance de la vaccination, et surtout en cette période de fête de fin d'année où il est plus que nécessaire de se prévenir contre cette maladie. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, nous allons vous donner la parole justement pour lancer des appels, donner des conseils justement aux populations pour que nous puissions fêter dans de meilleures conditions. Alors, Madame Pochuali, nous allons commencer avec vous. Si vous avez un conseil à donner, et à vous, nous dirons à vos partenaires, les commerçants dans les différents marchés. Merci, Anita. Mon message à l'endroit des commerçants, c'est d'aller se faire vacciner. Ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore pris leur première dose ni la deuxième dose, d'aller se faire vacciner. C'est de cette seule manière que nous pourrons nous prémunir contre cette maladie. Je voudrais également leur demander de faire confiance à nos médecins et au gouvernement.
le gouvernement fait des efforts pour acquérir des vaccins. C'est pour nous protéger. N'ayons pas peur si nous avons des doutes, approchons-nous des médecins. Tout comme à l'accoutumée, quand nous tombons malades, nous allons vers les médecins. Allons vers les médecins, comprenons mieux cette maladie et ce vaccin et allons nous faire vacciner pour qu'on puisse se protéger et éviter une plus grave vague après les fêtes de cette fin d'année. Merci beaucoup, Madame Somi Alo-Pochuali Kadia, je rappelle donc, qui est commissaire principale de police, directrice générale de l'EPAM. Docteur Hassan, votre mot de fin. Merci Anita. Donc d'abord merci à tous nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices. Et je voudrais tout simplement d'abord réitérer ce que la DG EPAM vient de dire. Allons nous faire vacciner. Il n'y a aucun souci à ça. Jusqu'à maintenant, nous avons analysé ce que, entre griffes, les gens appelaient effets secondaires. C'est beaucoup plus des situations de coïncidence avec d'autres événements. Allons nous faire vacciner pour protéger notre population. Nous avons besoin de faire des fêtes de fin d'année en beauté. Allons nous faire vacciner. Deuxième élément, je voudrais appeler ceux qui déforment, qui transforment les informations, de vraiment se retenir. Il n'y a aucun intérêt à un gouvernement d'interdire une fête, de fermer un lieu de culte, d'exiger de port de masque. Il n'y a absolument aucun intérêt à ça. Donc, s'il vous plaît, j'appelle toute la population à bien vouloir aller se faire vacciner, tout en faisant confiance justement au personnel de santé. Merci beaucoup, docteur Amadi Hassan, qui est médecin épidémiologiste et directeur de la lutte contre la maladie et les programmes de santé publique. Merci à vous, invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris bonne note. La vaccination est de mise, le respect des mesures barrières est de mise. Et il n'y a que avec cela que nous pourrons vaincre la maladie et surtout éviter le scénario de janvier 2021 avec la vague ou le pic de contamination juste après les fêtes de fin d'année. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Le rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.